Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'inflation. C'est pas un sujet super joyeux, je m'en excuse par avance, donc je vais essayer de l'égayer un petit peu en vous montrant quelques belles pièces de ma collection. On traverse une période vraiment étrange en ce moment. La crise sanitaire actuelle, qui laisse progressivement place à la crise économique attendue par certains et niée par d'autres, a complètement bouleversé notre quotidien. Au milieu de tout ça, l'or, qui est censé bien se comporter en temps de crise, baisse depuis l'été 2020, alors qu'on ne peut pas dire que le virus soit derrière nous, et que la planche à billets tourne à plein régime depuis plus d'un an. Alors tout ça, c'est des impressions que j'ai, ce sont des sentiments, que vous partagez peut-être, mais en tout cas, c'est pas très fiable. Pour mieux comprendre, il faut poser des questions claires, et là, on pourra avancer tous ensemble. Première question que je pose aujourd'hui, on va beaucoup parler d'inflation, mais l'inflation, qu'est-ce que c'est exactement? J'ai récupéré deux définitions pour vous. Il y a celle du dictionnaire d'abord, qui dit que c'est un accroissement excessif des instruments de paiement entraînant une hausse des prix, et il y a aussi celle de l'INSEE, qui décrit l'inflation comme une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Perte de pouvoir d'achat qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. L'INSEE nous précise que pour évaluer l'inflation, elle utilise ce qu'on appelle l'IPC, l'indice des prix à la consommation. On en reparlera plus tard dans cette vidéo, mais l'IPC, en gros, c'est le panier de la ménagère. Mais on verra que cette façon de mesurer présente de gros défauts quand même. Deuxième question. J'ai l'impression que la masse monétaire augmente. Est-ce que c'est vrai? D'abord, pourquoi est-ce qu'on a cette impression? On voit partout dans les médias du plan de relance, des gros chiffres qui sont envoyés à coût de milliers de milliards d'euros, de milliers de milliards de dollars, que ce soit par les gouvernements en Europe, la Banque centrale européenne, la Fed, le président des États-Unis, que ce soit Trump avant ou Biden maintenant. On va essayer de se raccrocher à des chiffres concrets pour voir si la masse monétaire augmente réellement. Voilà le graphique de la masse monétaire en dollars sur les dernières années. J'ai fait les calculs pour vous. En 2020 uniquement, sur l'année 2020, du 1er janvier au 31 décembre, la masse monétaire, le nombre de dollars en circulation, a augmenté de 25,7%. Ce qui veut dire que pratiquement un quart des dollars en circulation actuellement a été imprimé pendant l'année 2020 uniquement. La tendance est un petit peu moins prononcée pour l'euro, mais ça reste quand même pas mal du tout. Uniquement en 2020, 11,6% de la masse monétaire a été créée. Donc oui, c'est incontestable, la masse monétaire augmente. Et elle augmente aussi plus vite qu'avant. 25,7% d'augmentation en 2020 pour le dollar. Sachez qu'en 2019, pour information, c'était uniquement 6,7%. Le taux d'accroissement a été multiplié par 3,5. En Europe, on est passé de 5,7% en 2019 à 11,6% en 2020, ce qui veut dire que la vitesse d'impression a été multipliée par 2. Troisième question, est-ce que cette augmentation de la masse monétaire peut être qualifiée d'excessive? En effet, dans la définition de l'inflation, on a vu qu'il fallait que la masse monétaire augmente, mais que cette augmentation soit excessive, pour qu'on puisse la qualifier d'inflationniste. Oui, cette expansion est probablement excessive. Prenons l'exemple des États-Unis. 25,7% d'argent en plus en circulation, alors que le PIB recule de 2,5% sur la même période. Je ne suis pas économiste, mais je pense pouvoir affirmer que c'est excessif. Question suivante. Dans ce cas, pourquoi n'avons-nous pas d'inflation actuellement? On devrait subir une inflation galopante, mais quand on regarde l'indice des prix à la consommation, qui est utilisé par l'INSEE pour mesurer l'inflation, eh ben on a 0,5% de hausse pour 2020. C'est un taux qui est très très bas. Et puis il faut bien le reconnaître, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est loin d'avoir besoin d'une brouette de billets pour aller acheter le pain. Alors comment expliquer qu'une telle quantité d'argent à un moment où les biens produits sont moins nombreux ne provoque visiblement aucune hausse des prix, ou aucune perte de valeur de la monnaie, ce qui revient au même? Deux choses. Premièrement, il faut prendre en compte la vélocité de la monnaie. Dans un monde confiné où personne ne peut dépenser comme il le souhaiterait, restaurants, vacances, cinéma, la liste est longue, et où beaucoup de gens ont peur, l'argent est peu dépensé. Il circule peu, ce qui retarde la hausse des prix. De plus, le calcul est biaisé. On a tous notre petite inflation personnelle. L'indice des prix à la consommation calculé par l'INSEE représente à la fois un peu tout le monde, mais personne réellement. Ce défaut est par ailleurs reconnu par l'INSEE dans sa définition. L'estimation de l'inflation par l'indice des prix à la consommation n'est que partielle. À tel point qu'ils ont créé un simulateur qui permet de calculer votre taux d'inflation à vous. Je ne l'ai pas fait pour moi parce que ça nécessite de connaître très précisément l'état de ses dépenses et leur répartition, mais je vous le mets quand même ici parce que c'est super intéressant. Ça permet de voir, avec les valeurs par défaut, comment est calculée l'inflation qu'on nous montre à la télé, celle dont on nous parle dans les journaux. Il y a quelques lignes qui posent problème, mais on reste à la marge. Par exemple, pour moi qui ne fume pas, on voit qu'il y a une ligne tabac qui est imposée pour tout le monde. Tout le monde ne se chauffe pas au fioul, mais le fioul rentre pour quelques pourcents dans le calcul de l'indice des prix à la consommation. Alors bien sûr, ces quelques lignes vont entraîner des imprécisions,
Mais je pense qu'on reste à la marge. En revanche, il y a un truc qui me paraît beaucoup plus bizarre. Le logement. Déjà, il n'y a que les loyers qui sont pris en compte, et deuxièmement, ils ne sont considérés que pour 6% du panier moyen. Qui ne dépense que 6% de ses revenus dans son loyer? Et pour tous ceux qui sont propriétaires et qui remboursent un emprunt à la banque, qu'est-ce qui est pris en compte? Rien du tout. Alors oui, dans ce cas-là, une grande partie de l'effort paye un bien qui pourra être revendu plus tard. Mais rien ne garantit que sa valeur sera stable. C'est vrai qu'on n'achète pas une maison tous les jours, mais on occulte ici une forme d'inflation terriblement active, c'est l'inflation du prix des actifs. La voilà notre inflation cachée. Les prix de l'immobilier, des actions, de l'or ou des métaux précieux en général connaissent des hausses sensibles si on met de côté les fluctuations de court terme. Et pour moi, c'est le début d'une forme de fuite devant la monnaie. La première étape d'une perte de confiance. Pourquoi est-ce que je garderais des euros si les taux d'intérêt sont très faibles et qu'on en imprime jour et nuit? L'euro est à mon sens en train de perdre un rôle capital, celui de réserve de valeur. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que tout va tomber demain, et je vous rappelle que ce que je raconte ici, ce n'est que mon avis, donc prenez-le comme tel. À titre personnel donc, sans aller jusqu'à me débancariser, prendre 2 chèvres avec moi et partir habiter en forêt, j'ai la chance d'être dans une situation où je possède ce que j'appelle de l'épargne discrétionnaire, de la valeur que je peux choisir de placer comme je veux. Je la distingue de l'épargne de sécurité, qui elle est toujours en euros et typiquement sur un livret A. Cette épargne discrétionnaire, je pourrais tout à fait la stocker en euros aussi, avec des rendements entre 0,5% et 1,5% si j'ai de la chance. Je vous rappelle entre parenthèses l'objectif d'inflation à 2% de la BCE, donc à moyen terme des taux d'intérêt réels négatifs. Il y a bien sûr beaucoup d'autres options, mais je vais me pencher, vous vous en doutez, sur les métaux précieux, et plus particulièrement sur l'or. Mais évidemment, ça marche aussi avec l'argent métal. Juste avant de parler du futur, parlons de l'année écoulée. Pourquoi est-ce que l'or baisse depuis l'été dernier? Vous avez été nombreux à me poser la question, je ne prétends pas avoir la réponse, mais je me suis renseigné, donc je peux vous proposer plusieurs explications. Première explication possible, l'or a rebondi trop haut à l'été 2020. Il était devenu trop cher tout simplement, et on assiste à une simple correction. En effet, il faut relativiser cette baisse, si on regarde sur 2 ans, on est encore largement dans le vert. Deuxième explication possible, le cours de l'or étant lié au taux d'intérêt réel. Pour rappel, le taux d'intérêt réel, c'est le taux que vous touchez moins l'inflation. Quand on voit que les taux à 10 ans aux États-Unis ont repris 1% depuis l'automne dernier, vu que l'inflation est faible pour l'instant, les taux réels qui étaient négatifs sont repassés au-dessus de zéro. Comme l'or ne rapporte rien par définition, il est donc particulièrement recherché lorsque les taux réels sont négatifs. En effet, zéro, c'est mieux que moins quelque chose. À partir du moment où les taux réels repassent au-dessus de zéro, il est normal que l'or soit quelque peu délaissé. Troisième explication possible, qui a notamment été soulevée plusieurs fois dans les commentaires de mes vidéos, la concurrence des crypto-monnaies, le Bitcoin en tête. Certains parlent d'or numérique, en tout cas il est sûr que des dizaines et des dizaines de milliards d'euros ont été dirigés vers ces nouveaux actifs numériques, alors qu'une partie aurait peut-être été investie en or en temps normal. Tout ça pour dire que je suis convaincu que le prix actuel de l'or est tout à fait correct, et je continue d'accumuler à la fois de l'or et de l'argent métal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Notez-moi en commentaire ce qui, selon vous, empêche l'or de monter plus haut actuellement. Et maintenant, en quoi est-ce que l'or peut nous protéger contre l'inflation? Pour comprendre, il faut s'appuyer sur l'historique qu'on a entre l'or d'un côté et les monnaies fiat, les monnaies fiduciaires de l'autre. Si on stocke de la valeur en or, ça bouge pas. Par contre, si on stocke de la valeur en monnaie fiduciaire, ça bouge, et pas dans le bon sens. À une époque, un billet de 20 $ pouvait s'échanger contre une pièce en or comme celle-ci, qui fait pratiquement une once. Le billet était adossé à quelque chose de réel. Il était juste un moyen pratique de transporter de l'or finalement, à la fois plus léger, divisible grâce à des billets plus petits ou à la monnaie en pièces, et aussi plus difficile à falsifier qu'une pièce. Maintenant, cette pièce de 20 $, elle en vaut environ 1800. Mais sa valeur intrinsèque, elle n'a pas changé du tout. Donc tout ce que ça veut dire, c'est que le dollar, lui, ne vaut plus que 1,1% de ce qu'il valait en or au début du XXe siècle. 100 ans en gros, pour 99% de pertes. Combien de temps est-ce qu'il faudra d'après vous pour perdre le 1% qui reste? Et évidemment, il y a peu de chances que la tendance s'inverse. Pour ça, il faudrait que la production de dollars soit plus faible que la production d'or. Vous en conviendrez, c'est peu probable, surtout quand on voit ça. Évidemment, c'est la même chose pour l'euro. Souvenons-nous de la fameuse phrase de Christine Lagarde prononcée fin octobre 2019, donc avant le début de la crise sanitaire. On préférera avoir un boulot qu'une épargne. Parti comme on est, ce sera sûrement ni l'un ni l'autre. L'épargne fiduciaire est activement détruite par dilution, et on n'est même pas sûr
que ça suffise pour soutenir l'économie. Donc, quand on tient ça dans sa main, il y a une seule chose dont on est sûr, ça finira par valoir 0. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça? Eh bien l'histoire, tout simplement. Aucune monnaie n'a survécu à l'épreuve du temps, à part les métaux précieux. Je vous remets ce graphique que vous avez sûrement déjà vu. La valeur de l'or est représentée en haut, stable, une droite. Et tout ce qui s'effondre en dessous, c'est la valeur des différentes monnaies que l'homme a créées. Celles qui ne sont pas encore à 0 sont quand même bien parties pour y arriver. Donc oui, je pense que l'inflation va repartir à la hausse. D'une part, les taux ne peuvent pas remonter significativement sans causer la faillite des États. Donc, même une hausse modérée de l'inflation entraînera un retour en territoire négatif des taux d'intérêt réels, et donc une augmentation des achats d'or. Et ensuite, projetez-vous un instant dans le futur. Si vous étiez certain de payer plus cher demain qu'aujourd'hui, est-ce que vous vous attendriez demain pour acheter? Non, probablement pas. Vous auriez tendance à acheter plus et à stocker. Et vous ne seriez pas seul à faire comme ça. Ce qui poussera encore les prix vers le haut, car l'offre ne suivra pas ou pas assez vite. Et c'est pour ça que l'or est un parachute. En consacrant une petite partie de votre épargne aux métaux précieux, vous tomberez moins vite que les autres. Vous vous appauvrirez moins vite que les autres. Car hélas, j'en suis convaincu, on sera tous globalement plus pauvres dans quelques années. Bien entendu, les métaux précieux ne sont qu'un élément de diversification de votre patrimoine, une façon de conserver la valeur qui a également des inconvénients, que j'ai déjà évoqués dans mes vidéos. Je ne suis pas conseiller financier et j'ai beau être convaincu de l'utilité de l'or et de l'argent métal, je m'assure que je peux me permettre d'investir à très long terme. Ou, pour formuler ça autrement, je n'investis que de l'argent dont je pourrais me passer facilement pendant 20 ans. Si vous voulez vous lancer là-dedans, je me permets de vous recommander acheterorargent.fr, le site que j'utilise pour tous mes achats de métaux précieux. Vous trouverez du choix en pièces et en lingots, et des prix tout à fait honnêtes, parmi les moins chers du marché. C'est vraiment une boutique sérieuse, les livraisons sont bien sûr assurées et extrêmement bien conditionnées. Rejoignez-nous sur le Discord de la chaîne, dont le lien est en description. Vous pourrez poser toutes vos questions tranquillement. Je vous mets également en description le lien vers ma seconde chaîne YouTube, consacrée elle aux crypto-monnaies, pour ceux que ça intéresse. Je trouve que c'est un très bon complément aux métaux précieux. Merci à tous ceux qui restent jusqu'à la fin des vidéos, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas le petit like ici en bas, et de me laisser une question, un commentaire. C'est des petits gestes comme ça qui développent la chaîne au quotidien. On se retrouve la semaine prochaine pour voir si les Wall Street Silver ont réussi à faire sauter le COMEX. A bientôt!